Voilà le professeur Rémi Salomon qui a réussi à s'échapper au Premier ministre. Bien. Bonsoir, chers collègues. Désolé donc pour ce contretemps. C'est vrai que ce n'était pas prévu comme ça. Je n'avais pas prévu que le président de la République parlerait la veille au soir et que le Premier ministre nous ferait l'honneur de sa visite avenue Victoria. Je suis très honoré d'être et très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, j'ai pas prévu de présentation. Et je pense que j'ai plein de choses à vous dire et je pense que vous avez certainement des questions à me poser. Et donc, je vous propose qu'on soit plutôt dans un schéma assez informel où on puisse faire quelques échanges. Donc, je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je pense que c'est la majorité ici, sauf peut-être par d'autres canaux, mais pas directement. Donc, j'ai 57 ans, je suis pédiatre à l'hôpital Necker. Je dirige le service de néphrologie pédiatrique. Pour ceux qui ont connu Patrick Gnaudet qui m'a précédé, donc je dirige ce service depuis 2011. Patrick Gnaudet y était avant, puis encore avant Patrick Gnaudet, c'était Michel Broyer. On aime bien faire la généalogie, et puis avant Michel Royer, c'était Pierre Royer. Voilà, pour les plus anciens. Donc ça, c'est on aime bien faire, c'est la généalogie des services et des voilà. Donc ça, c'est l'histoire. J'ai donc chef de service en 2011, et puis je me suis engagé à la CME déjà en 2016, parce que j'ai été élu à la CME de la mandature précédente, sous la présidence de Noël Garabédian. Et je me suis engagé, je raconte souvent, j'aime bien raconter l'histoire. Pourquoi je me suis engagé? Parce que c'est ça qui finalement est assez fondateur de ce qu'est mon parcours aujourd'hui, mes convictions, et qui dirige un petit peu mon action. Je me suis engagé, en fait, j'étais comme chaque parcours est différent, mais j'ai eu un parcours hospitalo-universitaire assez sinueux au départ quand même, parce que j'ai été d'abord interne en pédiatrie, puis j'étais interne en gastro-entérologie adulte. Puis je suis retourné à la pédiatrie sur la fin de mon internat et j'ai fait un clinica, les 2 premières années de clinica, en gastro-entérologie pédiatrique. Claude Ricourt, pour ceux qui connaissent, éventuellement toujours un Necker. Et puis ensuite, j'ai été faire une thèse de sciences en génétique chez Arnold Munich, sous la direction de Stanislas Lyonnais. Ça m'a une période qui a été extrêmement passionnante pour moi. Je me suis vraiment passionné pour cette recherche en génétique. Et puis, le parcours ça a été une opportunité, puisque finalement, quand je suis parti en thèse, je n'avais pas de poste qui était réellement encore défini. Il y avait de l'incertitude. Et les choses se sont précisées au cours de ma thèse en génétique et plutôt en pédiatrie, c'est-à-dire en néphrologie pédiatrique. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule au cours du clinica. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un parcours qui était un peu sinueux. Puis après, à partir de ces 2 années de clinica chez Michel Broyer, ça a été très linéaire. Comme c'est souvent le cas, une fois qu'on est installé dans un service, on y reste. Et c'est d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que c'est un point qui mérite certainement notre attention, de savoir comment on conçoit une carrière dans le CHU. Est-ce que le fait qu'elle soit linéaire, c'est bien, ou est-ce qu'on éventuellement peut l'envisager différemment? Donc elle a été linéaire à partir de là, sauf que j'ai eu différentes phases. Au début, donc Patrick Gnaudet est arrivé assez rapidement à remplacer Michel Broyer, puis j'étais pas mal au laboratoire, parce que j'étais vraiment très impliqué dans la recherche avec Stanislas Lyonnais. Puis ensuite, comme j'étais passé plutôt du côté des rognons du Rhin, j'ai changé d'équipe INSERM, et j'ai travaillé avec Corinne Antignac, qui est une des leaders mondiales des maladies génétiques rénales. Et donc vraiment mes sujets de recherche, mon sujet de recherche principal, c'était l'étude génétique des maladies rénales de l'enfant, et plus particulièrement des malformations congénitales, donc tout ce qui est le développement de l'embryon, et qu'est-ce qui fait qu'on a des enfants qui naissent, et on voit d'ailleurs avant même la naissance, avec l'échographie, les malformations de l'appareil urinaire se voient assez bien sur une échographie. Et donc c'est la moitié des insuffisances rénales de l'enfant, ce sont des malformations de l'appareil urinaire. Donc c'est important. Ça reste, je dis c'est important pour ceux qui me concernent, ça reste très rare. On est dans les maladies rares. Donc ça a été aussi un deuxième élément de mon parcours, de m'intéresser aux maladies rares. Il y a eu ces centres de référence maladies rares, et donc on a été labellisé en 2004, et donc on a eu tout un parcours ensuite. Puis j'ai ensuite, si je continue dans le domaine de la recherche, donc je déroule mon parcours, c'était ensuite l'IHU Imagine. Donc Claude Grisselli
m'a proposé, quand il a conçu, hein, c'est vraiment Claude Griselli qui a conçu l'IHU Imagine. Ensuite, Arnold Munich et Alain Fischer ont été les ouvriers, enfin les maçons, c'est eux qui ont vraiment construit la maison, mais l'idée venait de Claude Griselli. Et donc Claude Griselli m'a demandé de faire un peu le lien entre la clinique et la recherche. Ce qui est l'essence même d'un IHU, c'est d'avoir un lien direct entre la clinique, le lit du patient, et la recherche. C'était déjà, je mentionnais tout à l'heure Pierre Royer, c'était déjà son idée. Pierre Royer qui a fondé, qui a inventé l'INSERM au début des années 60, c'était aussi la conception qui se faisait, c'est à l'époque de Robert Debré, la conception qui se faisait de la recherche clinique, et Robert Debré a créé le CHU, et c'était donc bien l'idée qu'à partir de la clinique, on pouvait faire de la recherche, de l'enseignement, et donc attirer ainsi des carrières et des éléments très brillants pour faire le CHU. Donc voilà, donc IHU Imagine, IHU, c'est l'Institut hospitalo-universitaire. C'est une structure un petit peu particulière, il y en a 6 ou 7 en France. Il y en a 3 à Paris, 2 à la Pitié-Salpêtrière et un à Necker. Necker, c'est les maladies génétiques. Donc j'ai pu, comme ça, pendant plusieurs années, être à la direction scientifique de cette IHU, avec comme mission de faire le lien entre justement la clinique et les chercheurs. Et tout de suite, un de mes objectifs principaux a été de voir comment on pouvait exploiter les données, comment on pouvait faire des bases de données, utiliser le numérique pour pouvoir vraiment avoir plus de facilité à exploiter, j'aime pas trop ce mot, mais à utiliser les données cliniques et pouvoir ensuite, à partir, et comme la génétique, c'est la prise de sang, c'est la séquençage de l'ADN, pouvoir ensuite faire des corrélations entre ce qu'on trouvait sur l'ADN et les tableaux cliniques. Et donc ça a été une aventure extrêmement passionnante, qui est toujours en cours d'ailleurs, qui a été donc, dans le cadre des centres de référence maladies rares, la question s'était posée aussi, de faire des bases de données. Et donc j'ai, avec la direction d'Imagine, cherché à voir comment on pouvait construire ces bases de données. Et donc j'ai été aux États-Unis, en Israël, à Haïfa. À Haïfa, il y a le centre IBM, c'est un centre, 500 chercheurs qui concevaient à l'époque ce qu'on appelait Watson ensuite, donc l'intelligence artificielle et le traitement intelligent des données pour le milieu médical. Donc un investissement d'IBM, c'était le centre d'IBM très très important. Donc on était sur le point éventuellement de faire affaire avec eux. Puis finalement, et je pense qu'on a bien fait, on s'est recentré sur la France et on a embauché au CHU de Rennes un ingénieur qui est de formation agronome mais qui s'est spécialisé en informatique, qui est un type assez brillant, même brillantissime, et qui a construit un entrepôt de données. Il avait commencé à Rennes, il a poursuivi chez nous, un entrepôt de données qui est extrêmement performant et il s'appelle Nicolas Garcelon, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, et c'était vraiment un travail de presque tous les jours où on construisait ensemble l'outil numérique, et qui marche bien. Et donc je prends un tout petit peu quelques minutes pour vous raconter ça, parce que c'est aujourd'hui, je pense, un des sujets, un des domaines dans lesquels on pourrait être meilleur, le numérique en santé. Et c'est d'ailleurs d'actualité. Aujourd'hui, si on a du mal, dans la pandémie Covid, à comprendre un petit peu ce qui se passe, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être lu un article dans Le Monde il y a 10-15 jours sur ce problème qu'on a à croiser effectivement les données de Santé publique France, les données de la Caisse d'assurance maladie, de l'ARS, et on pourrait parler de la PHP, je vous en dirai un mot après. Et donc c'est vrai qu'on a du mal à exploiter ça. Et on sent que on pourrait être beaucoup plus performant si on était meilleur pour traiter les données. Et les données, on en parle maintenant de plus en plus, les big data, ce qu'on appelle les big data. En santé, c'est une mine d'or, les big data. Avec le traitement des données, on peut faire des choses tout à fait extraordinaires. Je me souviens que Nicolas Garcelon parle souvent, on avait été quand j'avais été aux États-Unis avec Martin Hirsch, à l'époque, il y a 4-5 ans, on avait été à Boston, à Harvard et au MIT. Et donc là, ils concevaient aussi, ils construisaient des bases de données très performantes et disaient que quand on a une base de données ou un entrepôt de données très performant, on peut inclure les patients dans les études cliniques de manière beaucoup plus efficace et être beaucoup plus rentable. Et donc, au bout du compte, travailler éventuellement soit avec des académiques, soit avec des industriels, et pouvoir aller beaucoup plus vite dans le montage des projets de recherche. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait à l'IHU Imagine. J'aurais adoré qu'on puisse le faire, l'étendre sur l'ensemble de la PHP. Je n'ai pas réussi à ça. Je ne suis pas le seul fautif. Je pense qu'il y a des problèmes comme souvent, quand j'ai parlé tout à l'heure de Santé publique France, l'assurance maladie, on a du mal de temps en temps à mettre de l'huile entre les rouages, entre les institutions. On a
pense qu'en France, c'est un problème, c'est que entre les différentes administrations, on a du mal à avoir des projets qui soient vraiment construits et pouvoir avancer là où on bloque avec des mauvaises raisons. Bon, je ne veux pas en dire plus parce que c'est un point, par contre, un peu négatif de mon parcours, mais je pense qu'on y arrivera. L'entrepôt de données de l'AP-HP, 39 hôpitaux, des cohortes de millions, de dizaines de millions de patients, c'est quelque chose qui est assez unique au monde. Je me souviens quand on était aux États-Unis avec Martin Hirsch, un congrès d'informatique médicale, il rencontrait les directions des plus grosses boîtes informatiques là-bas, et c'est vrai qu'il se vantait un peu d'avoir un entrepôt unique au monde par sa taille. Et c'est vrai, je pense que 39 hôpitaux, alors aux États-Unis, ils ont les MCO, maintenant ils ont aussi des capacités d'agréger les données de manière extrêmement large, mais je pense qu'on a quand même à notre main un outil qu'on pourrait utiliser, et j'espère qu'on va avancer et pouvoir faire des choses intéressantes. Voilà, donc j'ai pris 5 minutes pour vous parler du numérique parce que c'est quelque chose qui m'anime encore. Et à la place où je suis, je pense qu'on devrait pouvoir, j'espère, faire avancer les choses. L'informatique, c'est aussi ce qui construit, l'outil qui permet d'avoir un parcours de soins, de construire le parcours de soins. On parle beaucoup de la relation entre la ville et l'hôpital. Eh bien, le numérique, le dossier, là on remet le dossier médical partagé, ça va permettre de mettre du lien là où il y en a peu ou pas, entre les médecins de ville, entre les structures hospitalières extra, PHP, etc. Donc j'espère qu'on va, de toute façon on est obligé de réussir. Certains pays ont pris de l'avance sur nous et j'espère qu'on va pouvoir rattraper le retard. Voilà, dans mon parcours, je vais aller jusqu'à la chefferie de service. Donc quand je suis arrivé chef de service en 2011, finalement, je n'étais pas tellement préparé à être chef de service. On n'apprend pas à être chef de service. On le devient et en général, on est adoubé quand on est en général soit à la fin de l'internat ou pendant le clinica, et on sait que c'est celui-là qui sera celui ou celle qui sera le successeur, même si c'est 10 ans après. Mais pendant tout ce temps qui passe, et le parcours, là, il a été plutôt sur le volet universitaire, enseignement et recherche, et le soin, je faisais comme tout le monde, je faisais la visite en salle, je faisais une consultation, mais je n'avais pas de formation au management, comment on fait pour diriger une équipe, la relation avec l'administration, autant de choses. Alors, ceux qui font les MAM, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait peut-être, apprennent un peu ça. Mais sinon, voilà, ça s'apprend sur le tas. Et c'est vrai que j'ai découvert en 2011, quand je suis arrivé, c'était une période, c'était juste après la loi HPST, qui a quand même transformé un certain nombre de choses dans l'organisation et les gouvernances à l'hôpital. Et j'ai constaté que j'étais alors en plus dans une période qui était un peu difficile parce que beaucoup d'infirmières de l'équipe étaient parties quelques mois avant que je n'arrive. C'était comme ça, voilà, elles arrivaient à l'âge de la retraite. Et donc l'équipe s'est rajeunie de manière assez brutale. Et non seulement c'est rajeuni, mais en plus il manquait des postes. J'avais plusieurs postes manquants. C'est une petite équipe de 25 infirmières, il en manquait 4 ou 5, donc c'était vraiment difficile. La cadre de soins était en difficulté. Et j'ai constaté à ce moment-là, c'était vraiment au tout début de ma chefferie de service, que la relation avec la direction était difficile. Ils ne comprenaient pas la difficulté que j'avais, ils ne m'aidaient pas pour le recrutement. Et donc, j'ai vécu ça j'ai pas un bon souvenir de ce début de chefferie de service, où j'étais même un peu en conflit avec la direction. Mon chef de pôle n'était pas des plus soutenants. Et finalement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner avec une dichotomie entre l'administration et l'équipe paramédicale, et le chef de service et l'équipe médicale. J'avais l'impression de deux choses séparées. Et cette impression n'a fait que se confirmer le temps passant et jusqu'à maintenant. Et quand je discute avec des collègues, je partage très largement ce sentiment. Donc voilà, donc c'est cette époque-là qui est venue l'idée que je me suis dit, bon là, parce que vous entendez quand je parle, en général, je m'attache, j'ai des convictions et je me suis dit on peut pas faire comme ça. Et donc j'ai eu envie de m'engager un peu. Et donc j'ai côtoyé à ce moment-là des gens comme Bernard Granger, Anne Gervais, André Grimaldi, qui s'étaient beaucoup mobilisés au moment justement de la loi HPST. Vous vous en souvenez, donc 2009-2010. Et finalement, j'ai rejoint la CME. J'ai été élu à la CME en 2016. Et pendant cette mandature de 4 ans, donc sous la présidence de Noël Garabédian, j'ai été vice-président de la commission de la vie hospitalière. Alors, c'est quoi la CVH, la commission de la vie hospitalière? C'est un endroit où on réfléchit justement aux questions que j'ai déjà abordées, celles du management, de la carrière, comment on conçoit une carrière, comment on nomme un chef de service.
comment on remplace un chef de service, comment on traite les situations conflictuelles. Et malheureusement, je sais, pour avoir été vice-président de la CVH et être aujourd'hui président de la CME, qu'elles sont assez nombreuses et qu'on ne sait pas bien faire. Et on ne sait pas bien faire, je pense qu'on a, je vous le disais, moi je n'avais pas eu de formation, on n'a pas de formation, alors on fait plus ou moins bien, quand on a de l'appétence pour diriger une équipe, on peut le faire bien. Et puis il y en a qui font moins bien parce qu'ils ont d'autres qualités qui sont chefs de service, c'est-à-dire par exemple d'être d'excellents chercheurs, d'avoir publié, il faut publier de toute façon, il faut bien publier pour être chef de service, mais qui excellent dans ce domaine-là, qui excellent dans la recherche, qui peuvent être de très bons cliniciens, mais d'assez piètres chefs d'équipe. Et ça, c'est un problème parce que ça fait après des équipes qui vont, dans lesquelles il y a des problèmes, des conflits. Et ça, on ne sait pas. Donc on ne sait pas bien, je pense qu'on n'apprend pas. Certains font mieux que d'autres, certainement. Et puis, quand il y a des conflits, il n'y a pas de solution, quoi. Souvent, il n'y a pas de solution. Et moi, combien j'ai vu de situations où les conflits étaient là depuis des années et des années, 10 ans, parfois 20 ans. Et s'enquistent, et plus ça s'enquiste, plus c'est difficile à traiter. Il y a des gens qui sont malheureux, et ça a été jusqu'à des situations heureusement exceptionnelles, mais dramatiques. Et donc, quand j'ai été élu, au moment où j'ai été élu à la CME, donc en décembre 2015, le 17 décembre 2015, Jean-Louis Méndien, collègue cardiologue à la HGP, s'est défenestré. Alors, ce n'est pas le premier, malheureusement pas le dernier non plus, donc ça reste exceptionnel, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière des situations aussi dramatiques qu'un suicide, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Et donc ça, c'était un peu l'électrochoc en décembre 2015, et la CME s'est réunie en janvier 2016, et à Martin Hirsch, Noël Garabédian, on dit il faut faire quelque chose. Le constat que je viens de vous faire sur le problème du management, etc., et on fait le constat, il dit on ne peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Donc j'ai été missionné, en fait, en quelque sorte, en tant que vice-président de la CVH, pour réfléchir sur ces questions-là. Et on a écrit une sorte de plan d'action qu'on a appelé RHPM, pour simplement ressources humaines du personnel médical, rien d'original, dans lesquels on a effectivement traité un petit peu ces différents sujets qui sont, à mon avis, des sujets extrêmement importants, parce que c'est ce qui fait aussi le travail d'équipe, le bon travail d'équipe, la bonne collaboration au sein d'une équipe, entre, vous l'avez compris, les différents membres de l'équipe médicale, mais aussi les membres de l'équipe paramédicale, mais aussi de l'administration. C'est ça qui, aujourd'hui, je pense, est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de mal à garder les professionnels et on a plus de mal à attirer les jeunes. Combien j'ai entendu, notamment pendant ma campagne électorale, donc il y a 1 an, de chefs de service me dire j'ai un interne brillant, un chef de clinique brillant, je lui propose un poste et il refuse. Ça, c'était un truc qui était inconcevable il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, inconcevable. Le jour où on te proposait un poste, c'était champagne. Et là, il y a ça. Et ce n'est pas juste un cas par-ci, par-là, c'est beaucoup. Donc il y a un problème juste majeur. Il y a des gens qui foutent le camp, pour diverses raisons. Mais le problème de la gouvernance à l'échelle du service, mais aussi à l'échelle de l'hôpital, est un vrai sujet. Donc je pense que c'est un sujet qu'on doit prendre réellement à bras-le-corps pour essayer d'avancer. Et quand je dis prendre à bras-le-corps, c'est des choses qui sont quand même difficiles, parce que quand je dis conception de la carrière, c'est quelque chose, ça va jusqu'à je dis que c'est des changements d'ordre culturel qu'il faut. Est-ce qu'on est chef de service à vie, par exemple ? Est-ce que quand on est nommé à PH ou MCU-PH à 34 ans, ou 33 ans, ou 35 ans, est-ce qu'on reste dans le même service jusqu'à la retraite ? Comment on définit les missions des uns et des autres ? Est-ce qu'un PH peut aussi faire de l'enseignement et de la recherche ? Oui, bien sûr, mais comment il est reconnu pour ça ? Voilà, donc c'est ces questions-là qu'on a adressées et qui sont écrites dans un plan. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en action. Voilà, il n'y a plus qu'à. Mais c'est compliqué. Donc je pense que ça, c'est une des tâches que je me suis fixée, de mettre en action et de faire évoluer de cette réflexion et de pouvoir... c'est ce qui beaucoup est ressorti dans les discussions qu'on a entendues ces derniers mois. On a beaucoup parlé de la gouvernance, on a beaucoup parlé de la médicalisation de la gouvernance. Et donc, comme je vous l'ai dit, la médicalisation de la gouvernance, pour moi, ça commence dans le service. Et je pense que le service aussi, la notion de service a été aussi mise à mal, notamment avec la loi HPST et les pôles. Et donc, toutes ces questions-là sont vraiment essentielles. Je pense qu'aujourd'hui, les plaintes, et là, je me suis adressé à Jean Castex tout à l'heure pour lui dire combien, donc je vais passer un peu du coq à l'âne, mais il y a quand même un lien, pour lui dire
me dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a parlé de la pandémie, des difficultés, de tout ce que vous savez. J'ai pas besoin, on pourra en parler un petit peu si vous voulez, mais vous l'entendez matin, midi et soir. Mais il me dit qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je lui ai dit, je pense qu'il faut vous avez revalorisé avec le Ségur les salaires, et c'était très attendu, notamment pour les paramédicaux, mais pas que. Il y a aussi les médecins, mais pour les paramédicaux, vous le savez, donc les revenus des infirmiers, des aides-soignants en France c'est très mal positionné si on se regarde les pays de l'Europe et de l'OCDE. Donc ça, il y avait une revalorisation nécessaire, donc ça a été fait en partie. Mais ça ne fait pas le tout. Il faut aussi traiter les sujets de la gouvernance. Il faut aussi voir quelle est la place du service. Il faut aussi voir le problème des effectifs, de la charge de travail. Moi, quand je vois une infirmière, j'ai visité beaucoup de services pendant la pandémie. J'ai un petit peu moins le temps, il faut absolument que j'y retourne, parce que j'ai besoin aussi de ce contact avec le terrain, de discuter avec les gens. Mais j'ai vu beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers qui me disent chaque matin, on remet en jeu notre diplôme. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire qu'il y a eu, d'une part, un rajeunissement extrêmement important des équipes, un turnover qui s'est accéléré considérablement. J'entendais, c'est ce que je disais à Jean Castex tout à l'heure, je vous dire un mot tout à l'heure, Martin Hirsch m'a proposé de faire des discussions, il a dit négociations, j'ai dit je ne veux pas de négociation avec les syndicats, ce n'est pas mon rôle en tant que président de CME, je ne négocie pas avec les syndicats, ce n'est pas ma mission. Mais si vous m'invitez à discuter avec des organisations syndicales paramédicales, je n'ai pas de problème, je peux discuter des sujets qui nous concernent, ceux dont je vous parle là. Donc on a commencé des discussions tripartites avec la direction, les organisations syndicales paramédicales qui représentent donc les paramédicaux, et puis la représentation médicale, c'est la CME. Il n'y a pas de syndicat des médecins de la PHP. Et donc on a eu des discussions, de réunions déjà très intéressantes. Et j'entendais un des représentants syndicaux dire, dans le plus grand hôpital européen, à la PHP, donc vous voyez lequel c'est, un des services les plus en pointe, l'infirmière qui a le plus d'ancienneté a 18 mois d'ancienneté. 18 mois. Voilà. Dans mon service, qui est aussi un service, je dirais, et c'est comme la plupart des services, la PHP très pointue, où on fait de la dialyse, de la greffe pour les tout-petits, des maladies rares, rénales. On avait, quand j'étais chef de clinique ou après, les années d'après, on avait la moitié de l'effectif avait plus de 10 ans d'ancienneté. Aujourd'hui, la plus ancienne a 5 ans, ensuite ça passe à 2 ans, et ensuite c'est ça, c'est l'essentiel de l'équipe a entre 1 et 2 ans d'ancienneté, ou quelques mois d'ancienneté. Et au bout de 2-3 ans, elles partent, la plupart. Et ça, c'est juste dramatique. C'est-à-dire qu'en termes de qualité des soins, moi, je ne suis pas du tout en sécurité. Elles ne sont pas en sécurité. Et c'est pour ça qu'elles disent ce qu'elles me disent. On remet notre diplôme. Et elles foutent le camp. Au bout d'un moment, elles foutent le camp. Parce qu'en plus, la charge de travail, ce qui s'est passé aussi dans le même temps, et tout ça est lié, dans le même temps, il y a eu une charge de travail plus importante. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de l'activité, si on regarde sur les 10 dernières années, une augmentation, je crois, d'environ 10% de l'activité, alors que l'effectif n'augmentait que de 2,5%. Donc forcément, la charge de travail s'est intensifiée. Et donc le turnover, alors il n'y a pas que cette raison-là. Peut-être, on me dit souvent, oui, mais les infirmiers aujourd'hui, ils ont envie de changer. Ce qui est probablement vrai. Il y a peut-être aussi une conception chez les infirmiers de la carrière qui n'est pas la même. Et je parlais des médecins, mais c'est probablement aussi vrai pour les infirmiers. Mais pas que. Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance. Et il y a ces conditions de travail, cette charge de travail qui est inadaptée, cette insécurité qu'ils ont, etc. Et cette équipe qui est mise à mal. Parce que finalement, si on n'a pas une bonne gestion de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale, alors, il y a plein de chefs de service qui font très bien. J'ose espérer que je ne fais pas trop mal. Moi, je travaille avec la cadre de proximité en toute confiance. Tous les lundis matins, on se voit, on passe un moment ensemble avec le chef de clinique pour voir les problèmes. Ce qui ne va pas, on essaie de corriger au fur et à mesure. Et donc, on se fait confiance. Si elle a un problème dans son équipe, dans l'équipe paramédicale, elle m'en parle. Et inversement, si j'ai un problème dans l'équipe médicale, je lui en parle. Donc, c'est comme ça, je pense qu'il faut vraiment cette notion du binôme. Mais je pense qu'il faut la retrouver à tous les étages. Et je souhaite ardemment l'avoir également avec Martin Hirsch, ce qui n'est pas facile tous les jours, mais je n'en dirai pas plus. Donc, cette notion de travail d'équipe, cette ambiance qu'il y a dans le service, cette qualité des conditions de travail, c'est juste de pouvoir faire son travail comme on l'entend.
Et combien j'entends de professionnels dire « moi, mon travail, il a perdu du sens parce que finalement, j'ai plus le temps ». Ce que je racontais, je me souviens une fois dans une radio, j'avais dit, ça avait marqué, j'aime bien les histoires réelles, ça marque bien. Et donc, j'avais dit, un soir, j'apprends qu'une infirmière est partie parce que c'est pas elle qui me l'a raconté, c'est une de ses collègues. Je faisais un conseil de service, je fais des conseils de service régulièrement où toute l'équipe est là. Et donc, elle me dit, vous savez, une telle, elle est partie parce qu'un soir, elle est passée devant une chambre. Elle a vu une maman qui pleurait à la porte de la chambre. Et elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle avait 1 heure de retard sur son plan de soins et que voilà, si elle voulait attraper son train de banlieue à 21h30, elle n'avait pas le temps, quoi. Elle n'avait pas le temps. Mais elle a été très malheureuse de passer devant cette maman qui pleurait, de ne pas avoir pris le temps, juste pris le temps de discuter, de savoir ce qui se passait. Et elle s'est dit, si c'est ça, moi je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas de travailler comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que, et c'est ce que je sais un petit peu, je n'ai pas raconté cette histoire à Jean Castex, mais je lui ai dit, voilà, il me dit, qu'est-ce que vous attendez? Je lui ai dit, il faut un horizon. Il faut que les infirmiers, les paramédicaux, les médecins, on ait l'espoir que demain ce sera différent. On est entré dans un système, et c'était même avant Covid, hein, souvenez-vous, il y a 1 an, vous vous souvenez, il y avait des mouvements, etc. Donc on a fragilisé l'hôpital. Il y a eu beaucoup de départs. À la paix, il manquait en février 950 paramédicaux, presque 1000. On a comblé un peu le retard avec la première vague Covid. Il y a eu cet enthousiasme, cette aventure extraordinaire où tout le monde a été. Il y a eu des renforts. Et donc, il y a eu plein d'étudiants des IFSI, des infirmiers qui sont venus et ça leur a donné envie. Et ce matin, pas plus tard que ce matin, ça je l'ai raconté à Jean Castex, une élève infirmière dans mon service, 3e année, je ne la connaissais pas, donc on se présente. Je lui dis, mais vous avez quand même encore envie de faire ce métier, malgré tout ce qu'on dit? Parce que souvent, ce qu'on me reproche, on me dit, Monsieur Salomon, c'est pas bien de dire que ça ne va pas à l'hôpital, parce que ça fait fuir les gens. Foutaise. Les gens, ils savent très bien ce qui se passe à l'hôpital. Il suffit qu'ils se parlent, hein, ils ne sont pas complètement idiots. Les infirmières, elles vont faire des stages et elles voient ce qui s'y passe. Et même avant de s'inscrire à l'école d'infirmière, elles savent. Donc elle me dit, oui, j'ai vraiment envie de le faire, c'est formidable ce qui s'est passé, j'ai envie. Et à Parcoursup, il y a encore beaucoup d'inscriptions dans les écoles des filles. Donc je crois que les jeunes, ils ont vraiment envie d'y aller. Ça pourrait changer, hein, à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment, ça pourrait quand même changer. Mais après, voilà, au bout de 2-3 ans, ils s'en vont. Donc c'est bien, ils ont parfait leur formation, ils sont très contents de venir à Necker pour parfaire leur formation, puis après, ils foutent le camp ailleurs. Et souvent, soit quand les enfants arrivent, soit même avant, ils partent sur d'autres horizons. Donc j'ai dit à Jean Castex qu'il faut un autre horizon. Et le fait d'avoir revalorisé un peu les salaires, c'est bien, c'était attendu. C'est pas suffisant. Hein, on est toujours très en dessous de la moyenne. Je vous parlais on était, je crois, je sais plus, on était avant-dernier, je crois, il y avait juste la Lituanie et je sais plus quel autre pays qui était derrière nous, mais on était loin derrière la plupart des grands pays européens. Donc on s'est un peu rapproché de la moyenne, mais on est quand même encore pas mal en dessous. Donc je pense qu'on peut faire mieux en termes de valorisation financière, mais ça suffit pas. Elles font pas forcément ce métier pour ça. Moi, j'aime bien, je faisais le petit test quand j'allais dans les services, je leur dis, aux infirmières, je leur dis, je vous fais 3 propositions. On met 200 € de plus, c'était avant le Ségur, hein. On met 200 € de plus sur la fiche de paye. Je vous propose un logement dans le quartier, ou on met des effectifs dans le service à la hauteur des besoins. 9 sur 10, elles répondent le 3. Voilà. Le logement, c'est un problème aussi, hein. C'est un vrai problème à Paris. Quand on gagne 1 800 €, c'est vrai que c'est compliqué. On est obligé de faire 3 heures de transport par jour. Et on a aujourd'hui des horaires aussi, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi la réforme de l'organisation du temps de travail en 2016. Qu'a proposé Martin Hirsch, c'était la grande équipe, ce qu'on appelle la grande équipe. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont du matin, d'autres qui sont de l'après-midi, et on leur demande de changer d'un mois à l'autre. Elles vont. Donc un coup, elles sont du matin, en 7h36, de l'autre, le mois d'après, elles sont l'après-midi. Puis même dans certains hôpitaux, malheureusement dans le mien, on leur demande de faire 2 mois la nuit. Et elles font un week-end sur 2. Enfin, c'est super attractif tout ça. C'est sûr que les jeunes aujourd'hui commencent à se poser des questions. Donc il y en a encore qui ont envie de faire ça, parce que c'est un super beau métier, le métier de médecin, le métier de soignant. C'est un super beau métier. Mais il ne faut pas pousser trop. Au bout d'un moment, ça craque un peu. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de l'Ordre national des infirmiers. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous l'ont vu. 60 000 questionnaires. 40% des infirmiers interrogés envisagent de changer de métier. Ça fait froid dans le dos. Bon, envisage, hein, donc j'espère qu'il y en aura sur ces 40%, les 3/4. Mais même s'il y en avait qu'un quart, même s'il y en avait 10% qui foutaient le camp, je peux vous dire que, vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça nous mettrait un sacré bazar. Et c'est ça dont on la trouille, en fait, aujourd'hui. C'est ça dont on a la trouille. C'est ça que j'ai essayé de dire au Premier ministre. C'est que si on a encore des départs, et ça pourrait faire boule de neige, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, avec la pandémie, ça quand même rajoute une couche de difficulté. Et ça serait juste la catastrophe, parce que ceux qui partiraient, ils ne reviendraient pas de sitôt.
Donc c'est plus les mois de pandémie, on ne sait pas combien de mois on a encore devant nous, qui vont être difficiles, mais c'est les années. En fait, c'est l'hôpital public qui risque de s'effondrer, réellement. Donc j'ai essayé de lui dire ça, j'espère qu'il a entendu, je pense qu'il l'a déjà entendu ailleurs, mais je pense que... Et c'est, après, donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire dans la durée, c'est la culturation dont je vous parlais, la gouvernance, comment on travaille en équipe, et je prends aussi pour nous, médecins, on a aussi des choses à changer. Les jeunes, ils n'ont plus forcément la même conception de la carrière que nous avions. Hein, je vous disais ceux qui, finalement, hésitent avant de prendre un poste. Donc ça veut dire quelque chose. Il n'y a plus l'aura. Alors on a quand même encore, il ne faut pas être que négatif, hein, je pense qu'encore le CHU en général, et la PHP en particulier, a encore quand même une force d'attractivité avec la recherche, avec l'enseignement, avec le côté universitaire qui est forte. Il y a encore des équipes formidables, il y en a plein. Mais on sent que ça se fragilise. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu, que ce soit du côté médical ou paramédical, à garder les équipes, à donner encore envie aux jeunes de venir et de rester. J'ai dit à Martin Hirsch il y a quelques années, je dis on pourrait avoir comme objectif de garder dans l'équipe d'infirmiers, d'avoir au moins un quart de l'équipe qui reste plus de 5 ans. Et ça fait toute la différence. Parce que la jeune qui se retrouve en difficulté devant un patient, elle ne sait pas, elle n'arrive pas à faire le truc, la charge de travail qui arrive de tous les côtés, l'interne qui lui demande 3 trucs en même temps. Moi j'ai vu des infirmières qui pleuraient dans mon service le soir. Donc ça fait toute la différence. S'il y en a une dans l'équipe qui est là, qui a de la bouteille, tu vas lui dire « Attends, ne bouge pas, je vais t'aider, je vais te montrer. S'il y a un coup de bourre, on y arrive. » Il y avait même le cadre de soins qui faisait ça avant. Il ne fait plus le cadre de soins, parce que le cadre de soins de proximité, il est devant des tableurs Excel à essayer de gérer les plannings, qu'il n'arrive pas à boucher les trous, qu'il faut rappeler les gens sur leur congé parce qu'il y en manque une, celle qui est partie en congé maternité, elle n'est pas remplacée, etc., etc. Donc, je dis les choses qui sont un petit peu... Mais il faut parler, je veux dire, il faut dire les choses franchement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on vote un budget aussi, ça contribue, pas que. Hein, tout ce que je vous ai dit, c'est indépendant. Enfin, beaucoup de choses sont liées au budget, mais plein de choses ne sont pas liées au budget. Le management, tout ça, c'est pas lié au budget. C'est des choses qu'on doit changer nous-mêmes. Mais le budget compte quand même. Si je vous ai dit tout à l'heure que l'activité avait augmenté de 10%, alors que les effectifs augmentent de 2,5%, c'est juste du fait que le budget, la masse salariale doit être réduite. Et donc on a raboté, on a enlevé 4000 postes à l'APE depuis je ne sais plus quoi, quelques années. Donc il y a un résultat, une intensification de la charge de soins. Donc je ne dis pas que c'est le seul problème, mais si on ne le traite pas, on aura du mal à faire tout le reste. Vous comprenez ? Donc c'est aujourd'hui, malheureusement, nos dirigeants n'ont pas pris... J'ose pas dire n'ont pas compris, parce que je pense que c'est des gens très intelligents et je pense qu'ils ont compris. Donc ils n'ont pas, en tout cas, peut-être suffisamment pris la mesure des risques que ça comportait. J'entends dire, pardon si mon discours vous paraît peut-être un peu marqué politiquement, mais je pense que c'est la réalité des choses. Hein. Si on peut avoir, je dis effondrement, je le disais l'année dernière, c'était peut-être un peu fort, je parlais déjà de crash sanitaire quand j'étais interrogé dans les médias, je parlais déjà de crash sanitaire ou d'effondrement de l'hôpital. Peut-être à cette époque-là, c'était un poil fort. Crash sanitaire, on y est, c'est bon, on sait ce que c'est. L'effondrement, on n'en est pas loin, je crois. Donc, si l'hôpital public s'effondre, moi je dis c'est le dernier rempart de la République. Hein, après, par quoi on remplace ? Alors il peut y avoir des structures privées, certainement, il y en a déjà qui font florès. Donc on pourra avoir un système, il y a des systèmes qui sont effectivement plus basés sur des systèmes privés. Moi, ce n'est pas forcément ma conception. On peut faire des très belles choses, je pense, dans les structures privées. Et on a des partenariats avec le privé qui marchent bien. Mais après, ça peut être plus compliqué pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le privé. Ça, c'est le premier point. Et puis, on ne remplace pas un système de soins en 2 ans. Si l'effondrement se fait vite, je pense que ce sera compliqué. Il y a des structures à l'hôpital public, des services qui n'existent pas. Enfin, il y a des services rendus qui n'existent pas dans le privé. Donc ça, on ne pourra pas le remplacer en 2 ans. Donc je pense qu'il y a un risque réel. Et pour aller jusqu'au bout des choses et de ma pensée, il y a les élections présidentielles en 2022. Pour moi, le Rassemblement national peut être le sauveur de l'hôpital. Pourrait bien être le sauveur de l'hôpital, comme Boris Johnson a été, souvenez-vous, en novembre-décembre de l'année dernière. Il a dit « je vais sauver puisque l'hôpital en Angleterre est aussi en mauvais état ». Et ça a été un argument de campagne pour lui. Donc je dis ça, quand je dis c'est le dernier rempart de la République, pour moi ça peut aller jusque-là. Bon. Pardon d'avoir eu cette dérive un tout petit peu et des propos peut-être un peu marqués politiquement, mais je pense que on vote en ce moment à l'Assemblée nationale le PLFSS, hein, c'est juste en ce moment. Donc, et c'est un PLFSS alors qui est un peu particulier puisqu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, puisqu'il y a cette revalorisation des salaires, 8 milliards je crois, donc c'est beaucoup d'argent.
Mais la question des effectifs et donc des conditions de travail, de la charge de soins, tout ça n'est pas adressé. Et donc on recalcule ensuite l'ONDAM avec les mêmes critères qu'on le faisait ces 10 dernières années. Donc je crains que les choses ne changent pas tant que ça et que les conséquences puissent être dramatiques. Alors, bon, ma présidence CME, ce n'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui important. On est tous très inquiets. Cette première vague du Covid, on a eu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une aventure absolument extraordinaire. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires se faire. On a évité la catastrophe de l'Italie du Nord, mais il s'en est fallu de peu. Vous vous souvenez fin mars, début avril, où on a organisé Bruno Rioux, qui a été donc nommé directeur médical de crise, et la direction de la paix et l'ARS. On a organisé des transferts, des trains qui sont partis pour transférer des patients, sinon ils mourraient comme ça a été le cas. Moi, vous savez, en mars, début mars 2020, donc souvenez-vous, à ce moment-là, ça se passait à Milan, à Bergame. Et donc la PHP fait partie d'une alliance de 9 grands CHU européens. Et donc il y a Milan, le San Raffaele, c'est un CHU privé, marche bien. San Raffaele, donc j'appelle les collègues de San Raffaele, j'organise une petite téléconférence avec les 9 grands CHU. On se voit, on avait l'habitude de se voir depuis 4-5 ans, 3-4 fois par an, et très intéressant de comparer un peu les différents systèmes de soins, les différentes structures, les différents CHU. Donc j'avais l'idée de les appeler pour voir un petit peu comment ça se passait. Et donc ils étaient en plein dans la tourmente, mais grave, pour eux ça a été absolument dramatique. Les gens sont arrivés, ça a été un tsunami, mais terrible. Nous, on a eu le temps quand même un petit peu de se préparer. On a eu quelques jours pour se préparer. Eux, non. Eux, ils n'ont pas vu venir le truc. Ça a explosé. Il y a eu ce qu'on appelle les super spreaders, qui ont fait que le truc a explosé. En quelques jours, ils se sont retrouvés complètement submergés. Et les patients arrivaient aux urgences, ils ne pouvaient pas les prendre. Ils prenaient les plus jeunes. C'est-à-dire, ça allait jusqu'à 60 ans. Donc il y a des gens de 65 ans qui sont décédés dans les couloirs des urgences à Bergame ou à Milan. Donc ça a été quand même une drôle d'histoire pour eux. Et voilà. Et donc après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais enfin, je les avais interrogés sur les pénuries de médicaments. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez des médicaments? Parce que je me suis dit, tout le monde doit consommer les mêmes médicaments. Les médicaments de réanimation, notamment les sédatifs, les curares. Et effectivement, ils avaient des problèmes de pénurie à cette époque-là. Donc c'était un sujet sur lequel j'ai été extrêmement attentif dans les semaines qui ont suivi. Et on a suivi ça de près. On a frôlé là aussi la rupture d'approvisionnement sur certains médicaments. On a frôlé la rupture d'approvisionnement sur les curares, qui sont donc nécessaires pour ventiler en ventilation artificielle. On a besoin des curares. Et c'est aussi nécessaire en chirurgie. Parce que même si on opérait beaucoup moins, vous imaginez de faire une intervention chirurgicale sans curare, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Donc on n'est pas passé loin. Et on a frôlé aussi la rupture sur le midazolam. Donc bon. Donc ça, c'est toute une question aussi, moi, qui m'a beaucoup animé pendant ce printemps, de constater, et ces pénuries de médicaments. Là, c'est acutisé pendant la crise sur ces quelques médicaments de réanimation, mais elle existe depuis des années, elle s'aggrave d'année en année. Là, il y a un problème aussi de relocalisation, en tout cas d'indépendance sanitaire que nous avons perdu sur la fabrication des médicaments, et donc c'est un vrai sujet qui pourrait se reposer. D'ailleurs, j'ai posé la question à Jean Castex, pas pour les médicaments. Vous avez entendu probablement hier soir le président de la République qui a parlé, outre le couvre-feu, il a dit il faut qu'on s'organise mieux pour faire le contact tracing, ce fameux contact tracing, qu'on n'a pas été foutu de faire bien jusque-là. Complètement un échec. Notamment, on a fait cette grosse bêtise d'ouvrir les tests à tout le monde cet été, gratuit, sans prescription. C'était une idiotie, puisque les délais se sont allongés jusqu'à 10 jours, je crois, une semaine, 10 jours, ce qui rendait le truc complètement inopérant. Et quand on dit oui, on fait 1,2 million de tests par semaine, oui, mais si ça ne sert à rien, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent en plus, et ça ne sert à rien. Donc c'était un peu voilà. Donc il y a sur le contact tracing, on a travaillé avec Renaud Piarou, qui est parasitologue et épidémiologiste à la Pitié-Salpêtrière, qui s'est illustré pendant l'épidémie de choléra à Haïti. Et il a vraiment fait un gros travail qui n'était pas tellement à lui de le faire, c'était plutôt à l'OMS, mais l'OMS n'a pas fait, donc il a pris ce truc-là. Et de la même manière que c'était pas à lui de s'en occuper à Haïti, c'est vrai qu'à la PHP, Martin Hirsch, je reconnais que sur ce point-là, il a vraiment été, et sur tout le reste aussi, pendant ces gestions de crise assez extraordinaires, ce Martin Hirsch et son équipe, ils se sont dit le contact tracing avec Renaud Piarou, il faut qu'on le mette en place. Et c'est ce qui permet, quand le virus circule peu, c'est ce qui permet de casser les chaînes de contamination. On repère ceux qui sont atteints, ceux qui portent le virus, on repère les contacts, on va les chercher, on les teste, on les isole. Et c'est comme ça qu'on arrive à contrôler quand la circulation du virus... Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a trop de virus qui circulent. On est à, je
crois qu'on est à 12% de positivité, ou dans certains milieux, plus que ça, de positivité des tests PCR. Donc il y a beaucoup trop, pour le moment, de patients contaminés. Mais le président de la République a eu raison de dire qu'il faut qu'on se prépare pour la suite. Ce qui a été, malheureusement, enfin je le trouve, une des caractéristiques de cette pandémie qui n'est pas finie, c'est le manque d'anticipation. On a beaucoup parlé des masques. On a frôlé la pénurie sur certains médicaments. Et je peux vous dire qu'on a eu un peu la trouille. Martin H m'a dit, mais c'est pas à nous de nous occuper de ça. Vous n'êtes pas légitime, parce que c'est vrai que j'ai été dans les médias, j'ai fait des tribunes dans Le Monde sur ce sujet de pénurie de médicaments. Il me dit, vous n'êtes pas légitime. Je dis, comment? Pardon? Un médecin, s'il n'a pas de médicaments, comment il fait? Donc je suis désolé. Vous ne connaissez pas très bien. Si, je me suis renseigné, je connais bien la chaîne de production du médicament, etc. Et donc j'ai dit à Jean Castex, les tests antigéniques, c'est très bien. Vous me dites, je sais parce que je suis bavard, donc à un moment donné, vous me faites... Puis je vais peut-être m'arrêter pour avoir un échange, comme j'ai dit. Voilà, donc je vais m'arrêter. Je termine juste avec la question sur les tests antigéniques, parce que je l'ai à cœur. Donc j'ai dit à Jean Castex, il est possible que les tests antigéniques, ces tests rapides, là, vont probablement être une solution pour pouvoir rapidement avoir le résultat et tester massivement et pouvoir ainsi casser les chaînes de contamination. Donc si ça marche bien, le monde entier va en vouloir. Donc il n'est pas impossible qu'on refasse l'histoire, qu'on réécrive l'histoire des masques. Donc je dis, est-ce que vous avez prévu d'en produire en France, ou peut-être en Europe, d'avoir une indépendance? Parce que pour le moment, on achète chez Abbott, une boîte américaine. Donc les prix peuvent... Ce qui s'est passé avec les masques, c'était juste... Moi, j'ai vécu ça d'assez près aussi, mais c'était incroyable. Hein. Sur les tarmacs des aéroports en Chine, on négociait le truc avec des valises de dollars. Hein. Les Américains arrivaient avec des valises de dollars pour acheter les masques. Donc cette histoire pourrait se reproduire avec les tests antigéniques si on n'avait pas la capacité d'en produire en France et en Europe. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas tout abordé, mais sinon on y passe la soirée. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé à la fois très pragmatique et très personnel. Maintenant, moi je vais ouvrir le banc pour une première question. Tu as beaucoup parlé du problème des infirmières, en particulier à la PHP. Et c'est vrai, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 30 ans. Je me souviens quand j'opérais les gens, moi je leur demandais toujours, vous ne pourriez pas éventuellement faire quelque chose pour loger les infirmières dans Paris? Tout le monde disait oui avant l'opération, tout le monde oubliait après l'opération. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, le fond du problème, quand je vois partir des infirmières, elles me disent toujours « j'ai trouvé quelque chose en province ». Autrement dit, est-ce que c'est vraiment un problème qui est particulièrement aigu à la PHP, ou bien est-ce que c'est tout sur toute la France? Parce qu'elles me disent toutes qu'elles partaient dans une petite ville, Perpignan, Biarritz, dans des hôpitaux où elles trouvaient bien sûr un logement moins cher et des conditions de vie souvent plus agréables. Oui, la réponse est oui. C'est plus marqué à Paris. Ce problème du coût de la vie et notamment du logement et donc des transports, etc., c'est vrai que la qualité de vie est moins bonne quand on gagne 1 800 € par mois, c'est sûr. Et c'est vrai aussi pour les jeunes médecins. Hein, ce qu'on dit pour les infirmières est vrai aussi pour les jeunes médecins. Le logement est un vrai souci. Donc oui, la réponse, je te réponds oui. Il y a, elles partent alors soit elles quittent la profession, ou elles vont faire autre chose. Elles vont en crèche, elles vont à la mairie, enfin elles changent, voilà, elles sont infirmières mais plus hospitalières. Soit elles vont dans des hôpitaux, souvent dans les hôpitaux de région, où elles trouvent une qualité de vie meilleure. Oui. Et est-ce que la PHP, tu es le mieux placé pour en parler et éventuellement y agir, a décidé une politique de trouver des logements pour ces infirmières? La réponse est oui. Oui. La réponse est oui. Alors, ça fait déjà quelques années qu'ils en parlent. Martin avait déjà pris des mesures il y a 3-4 ans, je crois. Mais là, on va passer à la vitesse supérieure. On en reparlait, là. Tu vois, il y avait, donc avec Castex, il y avait Anne Hidalgo, que j'ai vu à plusieurs reprises ici pour lui parler de ça. J'ai eu aussi des contacts avec Valérie Pécresse. Pécresse la région est moins impliquée hein, sur l'hôpital. Elle est impliquée sur la formation, sur les écoles d'infirmiers ou autres, de paramédicaux, mais moins sur l'hôpital lui-même. Et le logement, je pense que c'est plus avec la mairie de Paris, d'une part. Et là, on a, vous avez entendu parler de la reprise de la dette, du tiers de la dette, donc, oui. Ce qui est une mesure quand même assez importante sur le plan financier et qui va nous permettre, notamment, je sais, sans dévoiler, là, mais avec la Caisse des dépôts et consignations, il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc il y a, oui, un espoir de réellement pouvoir augmenter de manière extrêmement significative le parc d'appartements que l'on pourra proposer
aux infirmiers, aux paramédicaux et aux jeunes médecins aussi. Je me ferai très attention que les jeunes médecins puissent aussi en profiter. C'est aussi les gardes d'enfants, les crèches. Il y a moins de places, moins de facilité pour les places de crèches. Donc tout ça contribue effectivement à redonner de l'attractivité. La fidélisation des équipes, c'est ça aussi. Les infirmières dont je parlais tout à l'heure, qui sortent de l'école à 22 ans, 23 ans, elles acceptent de loger dans une chambre de bonne pendant 2-3 ans. Et puis au bout d'un moment, quand elles se mettent en couple et qu'elles ont des enfants, ou qu'ils ont des enfants, pardon, ça change. Et donc c'est souvent un temps de leur vie qui fait que c'est plus possible à Paris. Parce que j'avoue que ta description de l'implosion de l'hôpital public par manque de personnel infirmier, avec le cercle vicieux que ça correspond, fermeture de lits, plus d'entrée financière, fait froid dans le dos, parce qu'on la voit très bien. Mais je pense que je n'ai pas tellement, j'ai pas exagéré. C'est vraiment un sentiment. Si vous discutez avec des collègues, c'est un sentiment qui est largement partagé par beaucoup. Donc, non, je pense que le danger est réel. Ça fait très froid dans le dos, rien que de l'évoquer, parce que je pense qu'en effet, c'est tout à fait une réalité possible. Qui veut poser des questions à M. Salomon? Alors, celui qui a levé la main la première. Premier. Merci infiniment, Rémi, pour ce que tu viens de dire. J'ai vraiment apprécié beaucoup de tes paroles. Je voudrais juste insister... Je voudrais juste insister sur le fait que la crise que l'on vit au niveau des infirmières, on la ressent aussi au niveau des jeunes médecins et des internes. Lorsque j'interrogeais dans le service de pédiatrie ou des urgences pédiatriques ce que voulait faire une interne qui partait, eh bien, c'était des remplats pour remplacement. C'est-à-dire, pas du tout d'ambition, pas du tout, j'allais dire, de s'inscrire dans une perspective d'une carrière que je souhaiterais finalement, ou que nous souhaiterions qu'elle reste à l'hôpital, surtout les meilleurs d'entre eux. Non, c'est une petite vision, et parce qu'on a perdu finalement cette espèce de vision. Certes, il y a le problème financier, certes, il y a le problème de se loger dans Paris, et ainsi de suite, mais il y a surtout le fait d'accompagner un plan de carrière. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier point sur lequel je voudrais insister. Tu ne pourras pas tenir des urgences indéfiniment avec finalement des médecins à diplôme étranger. Voilà. Tu as complètement raison. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Et c'est vrai pour peut-être, il y a toute proportion gardée, mais pour les infirmiers et pour les médecins, il y a aussi une évolution qui s'inscrit dans une évolution sociétale, où les loisirs prennent plus de place qu'avant, où on n'a pas forcément, on accepte. Moi, je me souviens quand Claude Ricourt, donc je vous ai dit ma première partie de mon clinica, le premier jour, il m'accueille, il me dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu es corvéable à merci. Jamais un chef de service n'oserait dire quelque chose de pareille chose aujourd'hui. Et donc j'étais tous les matins, 7h30, le petit doigt sur la couture du pantalon, et ça rigolait pas. Mais c'était quelqu'un qui avait énormément de rigueur, qui était très exigeant envers lui-même et très exigeant avec les membres de son équipe, et on l'acceptait. Je l'ai accepté, j'ai trouvé que de temps en temps c'était un peu dur, de temps en temps on se faisait engueuler, c'était pas drôle, mais j'ai été formé, et j'ai été formé à la rigueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de temps en temps, je me dis, cette rigueur, elle part un peu. Et puis, il y a le temps de travail qui a changé aussi, les 48 heures, le repos de lendemain de garde. Je me souviens, pendant mon internat, j'avais été au Québec et j'avais découvert ce que c'était que le repos de garde le lendemain. Je trouvais ça vraiment extraordinaire, qu'on puisse rentrer chez soi après une garde. Nous, on les garde, évidemment, vous, tous, on a vécu, j'imagine, on a plus ou moins les mêmes âges, mais on bossait le lendemain de garde. Moi, je me souviens d'une garde, j'avais fait Antoine Béclé en réanimation, j'avais bossé quand même d'année toute la journée, toute la nuit et toute la journée encore. Je peux te dire que le lendemain, quand j'ai pris ma voiture à 18h, j'ai traversé la ligne jaune, à un moment donné. Et d'ailleurs, à cette époque, il y avait un interne qui s'était tué à Lille et qui avait été un point qui avait justement, comme le suicide de ce malheureux Jean-Louis Ménien, un des éléments qui avait un tout petit peu déclenché la mise en place du repos de garde. Donc tout ça pour dire que le temps, on est finalement, quand on regarde la démographie médicale, on était aussi nombreux qu'on était il y a 10 ou 20 ans. On n'a pas... Mais par contre, le temps médical s'est réduit. Et donc ça fait une différence. Beaucoup de temps partiel,
Donc dans certaines spécialités, on est pédiatre, Bertrand, donc dans notre spécialité, c'est très féminisé, donc il y a plus de temps partiel, parce que encore aujourd'hui, même si les choses évoluent, et j'espère qu'elles continueront à évoluer, c'est souvent plus les mamans que les papas qui enfin, il y a déjà la maternité, enfin, il y a déjà la grossesse, mais et j'ai vu que les choses évoluent. Hein, les papas ont un congé paternité maintenant qui est plus long, et c'est des choses, ça c'est une bonne évolution, je pense. Mais enfin, tout ça pour dire qu'un métier féminisé, ça fait plus de temps partiel. Donc le temps médical s'est raccourci, et donc il y a des glissements des glissements de tâches, c'est-à-dire que quand l'interne n'est plus là, c'est le chef de clinique qui fait. Du coup, le chef de clinique, il fait plus la recherche qu'il faisait avant. Il y a vraiment une évolution qui est on ne pourra pas revenir en arrière comme c'était. Moi, j'entends souvent soit des chefs de service, soit des cadres sup, souvent, qui me disent elles n'ont plus la vocation comme avant, ça a changé, elles s'en plaignent. On peut s'en plaindre, hein, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Je me souviens de la CME précédente, Rémi Nizar, orthopédiste à la Riboisière, qui disait grande gueule, qui disait oui, mais arrêtez de vous plaindre. Maintenant, il faut faire avec et on essaie de voir comment on peut faire au mieux. Et je suis convaincu qu'on peut faire mieux, malgré tout. On peut faire mieux. Hein ? Perspective de carrière. Que je parlais un tout petit peu de comment on conçoit la carrière, les missions. Je pense qu'on aurait intérêt. Et je parlais aussi de l'immobilisme. Le fait qu'on ait des carrières extrêmement linéaires. Beaucoup trop linéaire. Si on voit dans d'autres pays. Si on regarde le management et la carrière hospitalo-universitaire en France et qu'on compare à certains pays anglo-saxons, il y a une différence quand même. Il y a une vraie différence. Et je pense qu'on aurait intérêt à s'inspirer un petit peu de ce que font les anglo-saxons, hein, où il y a effectivement de la mobilité, mais de la bonne mobilité. C'est-à-dire que celui qui part, c'est pas parce qu'il y a eu un problème, c'est juste parce qu'il a envie de faire autre chose et que c'est bien. De faire des années sabbatiques, peut-être aujourd'hui on parle beaucoup de faire des carrières où on aurait des temps qui pourraient se faire dans d'autres structures, peut-être en ville, peut-être dans les centres de santé, etc. Donc je pense il faut qu'on invente des manières et je pense que les jeunes sont assez demandeurs de ça. Donc tout ça, c'est un sacré challenge. Mais moi, je travaille dans la CME. Il y a des jeunes très volontaires dans la commission formation et comité des internes. Il y a des gens très très bien qui ont très envie de faire bouger les choses. Donc j'espère, si la pandémie nous occupe pas trop dans les mois qui viennent, et si on nous donne un tout petit peu de bouffée d'oxygène avec les moyens, parce qu'on a quand même besoin de ça aussi, j'espère qu'on va pouvoir avancer. Merci Philippe. Merci Rémi pour ton exposé. Juste un point très concret pour revenir sur la question des infirmières. Moi, pendant ma chefferie de service à Robert Debré, j'étais quand même extrêmement frappé par le fait que la seule promotion budgétaire, ça va peut-être un peu mieux maintenant, mais d'une infirmière et la seule promotion tout court, c'est de devenir cadre. Ce qui est un problème. J'ai d'ailleurs mon ancien cadre supérieur est ici et elle sait combien j'apprécie les cadres supérieurs et les cadres. D'ailleurs, je les embarque avec moi, comme tu vois. Mais malgré tout, dans la situation, par exemple, de vie que j'ai eue antérieurement, notamment aux États-Unis, mais pas uniquement, dans d'autres pays d'Europe aussi, il y a quand même une distinction très nette d'avoir une infirmière ou un infirmier chef, un cadre, quelle que soit la structure hiérarchique, et ce que Jean Navarro et moi avions créé à Robert Debré, des infirmières dites de coordination, qui étaient des infirmières pouvant prendre en charge, par exemple, un secteur métabolique dans mon service ou des choses pareilles. Et je crois que l'impression que j'ai, même si j'ai entendu dire, mais tu pourras sans doute me le préciser, qu'à la paix maintenant, il y a un peu des infirmières de coordination qui reçoivent un petit supplément salarial. Oui, c'est ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée. Voilà. Ça, mais ça, je pense que c'est à ça que ça, vision. c'est une chose qui rend une équipe infirmière, mais aussi la fidélité des infirmières, extrêmement difficile. Le fait que la seule promotion, en tout cas pendant tout le temps où j'ai été chef de service, seule promotion à la fois d'autorité au bon sens du terme et de salaire, c'était de devenir cadre, c'est-à-dire quand même dans une certaine mesure adjoint administratif de la direction. Alors, je vais te répondre, Philippe, si tu veux bien, parce que c'est une question essentielle que tu poses là. Et c'est un sujet de discussion, j'allais dire sans fin, oui, c'est, avec Martin Hirsch, souvent on n'est pas toujours d'accord sur la manière de faire, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut que la carrière, qu'il y ait une évolution dans la carrière. D'abord, je pense que le métier de cadre est malmené.
Tu vois, tu as dit administratif. Les cadres ont pris beaucoup trop de tâches administratives et se sont éloignés du soin. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Les cadres, ce n'est pas un métier. Aujourd'hui, on a du mal à remplir les écoles de cadres. On manque de cadres. Les cadres sont mal payés. Certains cadres sont moins bien payés que des infirmiers dans leur équipe, notamment au bloc opératoire. Donc la nuit, il n'y a pratiquement plus de cadres. On me dit on a du mal à recruter des équipes de nuit. Pourquoi on a du mal? Mais en partie parce que ils se sentent isolés, seuls. Il n'y a pas de lien. Le cadre, il fait le lien entre la jour et la nuit. Et je me suis fait cette réflexion aussi, et mea culpa, parce que je l'ai peu fait, et je pense que j'ai eu grand tort, de passer dans l'équipe de nuit. Je l'ai fait un peu, et puis ça s'est un petit peu distendu, je l'ai fait moins. Très important de passer dans l'équipe de nuit. Claude Ricourt, dont je parlais tout à l'heure, très exigeant, tous les mois, il allait faire un staff de 10h à minuit pour garder ce lien et que l'équipe d'infirmiers de nuit se sente complètement impliquée. Ça, c'est super important. Donc je pense qu'il y a effectivement un problème d'encadrement, un métier qui a mal évolué, qui est devenu trop administratif. Et donc les cadres qui sont obligés, en plus, ils font un boulot très ingrat. C'est-à-dire qu'ils ont des plannings super instables, ils sont obligés de rappeler leurs collègues sur leurs congés, des trucs comme ça. Ça ne va pas, quoi. Ça ne va vraiment pas. Donc il faut revaloriser le métier de cadre, mais au bon sens, dans tous les sens du terme, à la fois financièrement, mais aussi comme je me disais, on parlait des infirmiers tout à l'heure, dans leur boulot, dans la manière de concevoir le boulot, moins administratif, moins dans la procédure, moins à remplir des tableaux, moins à passer du temps dans les réunions. Combien de temps il passe dans les réunions, c'est complètement fou, quoi. Moi, mon cadre, elle part du staff, elle me dit, j'ai une réunion à la direction. Qu'est-ce qu'elle fout à la direction? Moi, de temps en temps, j'y vais, je vois des réunions, il y a 20 cadres qui sont là, font rien, quoi. C'est terrible à faire des procédures, les machins. Le pire, c'est la certification. Quand on voit comment le temps qu'on peut passer à la certification, c'est terrible. Et en même temps, tu as raison, il faut aussi que le métier d'infirmière reste, qu'on puisse faire du soin et avoir une valeur IPA. Infirmière de pratique avancée, ça existe depuis plus de 10 ans dans d'autres pays. Donc on a pris beaucoup de retard. Et pour le moment, c'est que des effets d'annonce. C'est-à-dire qu'on a dit on va faire des IPA. Mais moi je le vois, je l'ai vécu dans mon service. L'IPA, quand elle part faire sa formation, faire un master, parce que maintenant c'est universitarisé, c'est très bien, sauf qu'il n'y a personne pour la remplacer. Et puis quand elle revient, il n'y a pas un poste qui est conçu pour sa nouvelle compétence. Autant dire que c'est pisser dans un violon, quoi, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il faut vraiment le faire pour de vrai. Mais ça demande des moyens aussi. Encore une dernière question. Cher Vincent, bravo d'abord pour la spontanéité de votre propos et pour votre enthousiasme, en dépit de la difficulté du moment. Il en faut un peu, parce que sinon... Il en faut, mais vous avez raison, et bravo. Si j'ai bien compris, vous avez demandé des moyens supplémentaires au Premier ministre. Est-ce que vous y croyez vraiment? Quand on voit la situation économique de la France, il va bien falloir un jour ou l'autre revenir les pieds sur terre. Quand on compare la dépense hospitalière ou de santé française par rapport aux autres pays, on n'est pas les plus mal placés, je pense qu'on est même les plus coûteux. Et même quand on compare les salaires, je ne suis pas persuadé que les comparaisons soient aussi faciles que ça. Prenons le salaire des infirmières, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, vous avez évoqué, et ça a été repris par d'autres. Certes, l'infirmière allemande est mieux payée, quand on voit le résultat sur la fiche de paye, mais on oublie de dire qu'elle travaille, l'allemande, 39 heures par semaine, pas 35 heures, et qu'elle part à la retraite à 66 ans ou 67 ans. Et quand on moyenne tout ça, on s'aperçoit que l'infirmière française est peut-être mieux payée que l'infirmière allemande. Par contre, il y a effectivement des spécificités, des difficultés spécifiques à Paris. Et c'est vrai qu'une infirmière à Paris, elle vit beaucoup moins bien qu'une infirmière en province. Est-ce que la vraie question, c'est pas différenciant les salaires entre Paris ou les grandes métropoles et le reste? Et est-ce qu'on ne retombe pas nécessairement là sur un problème de statut, comme l'évoquait tout à l'heure Guy Collet, qui je suis entièrement d'accord? Parce qu'aujourd'hui, à cause du statut, on traite l'infirmière chez moi, dans ma ville d'origine, à Saint-Jean-de-Maurienne, de la même manière que l'infirmière qui est à Paris, qui fait 2 heures de trajet par jour, alors que celle de Saint-Jean-de-Maurienne, elle a 10 minutes pour aller chez elle. Le coût de la vie n'est pas du tout le même. Donc, et alors, je rebondis aussi sur ce qui se passe à Paris, parce qu'à Paris, il y a d'autres établissements qui sont des établissements de service public. Pourquoi est-ce que les difficultés qu'on rencontre à Paris, je répète, nous sommes tous les deux des enfants de l'assistance publique, fiers de l'avoir été, pourquoi est-ce que l'hôpital Saint-Joseph ou l'hôpital Foch, il n'y a pas ce type de problème? Est-ce que c'est à nouveau pas un problème de statut? Alors, si vous permettez, Président, j'aimerais poser une autre question, parce que je m'attendais à ce que vous me parliez un peu de stratégie de l'assistance publique, votre vision de... J'ai pas le temps, mais j'adorerais vous en parler. Du rôle et de la place de l'AP, de la PHP, au niveau national, au niveau régional.
Parce que bon, on a connu l'époque où l'AP, qui collait avant que vous n'arriviez, le disait, régnait en maître sur l'hospitalisation française. Il n'y a pas de comparaison avec quelques gros CHU qui essaient de jouer dans la cour des grands, comme Lille, Marseille, Strasbourg. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et même en région Île-de-France, les choses ont changé. Il y a des hôpitaux qui sont de très bonne facture, et grâce à l'AP d'ailleurs, puisque vous y avez envoyé vos élèves, faute de place pour pouvoir tous les nommer. Bon, est-ce que la place de l'AP n'est pas en train d'évoluer? L'AP qui était en fait le plus gros hôpital de proximité de France, 80-85% de son activité, ce sont des activités d'hôpital général, majorées par la plus-value hospitalo universitaire, bien entendu, mais ça reste un hôpital de proximité majoritairement. Est-ce que la place de l'AP, c'est pas de s'occuper de la proximité pour les gens à l'intérieur du périphérique, d'être un hôpital de recours pour l'Île-de-France, voire au niveau national et international? Est-ce que ça n'implique pas, en vision stratégique, une redéfinition de son périmètre d'action, de sa taille? Alors, je savais que c'est des problèmes difficiles, parce que derrière, il y a des problèmes d'effectifs, de moyens, de carrière. Oui, tous les problèmes qu'on aborde ce soir sont difficiles, je vous fais remarquer, mais sinon, ce ne serait pas intéressant. Non, sur la première partie de votre question, oui, c'est vrai que la place de la dépense de santé dans le PIB, la France se place plutôt en pôle position, assez loin derrière les États-Unis quand même, mais en pôle position. Oui, probablement, on a un système très hospitalo-centré. On a moins que l'Allemagne. Si vous regardez le nombre de lits par habitant, on est moins qu'en Allemagne. Je crois qu'on est autour de 6,5, les Allemands sont plutôt à 9. Mais par contre, beaucoup plus que certains pays d'Europe du Nord. Donc je pense qu'il y a aussi le raisonnement, et c'est le président de CME de l'AP qui vous le dit, je pense qu'il y a probablement aussi une réflexion à avoir sur l'ensemble du système de santé, et pas que sur le système hospitalier. Je ne dis pas par là qu'il faut tout mettre ailleurs, mais il y a une réflexion à avoir aussi. On a parlé un petit peu sur les carrières tout à l'heure. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur une organisation. Quand on me dit, on parle du capacitaire de l'hôpital Nord, sans qu'on ait réellement impliqué, et ça va me permettre de enchaîner sur la deuxième partie de votre question, sur votre deuxième question, parce que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la première, mais sur la région, sur ce qui se passe autour de l'hôpital. Moi, comme François Crémieux, je ne suis pas loin d'être convaincu qu'on peut diminuer le capacitaire de 30%. Bichat-Beaujon et fait moins 30% de lits dans l'hôpital Nord. Mais à condition qu'on organise ce qui se passe autour. Sinon, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y a effectivement... alors, est-ce que ça permettra de diminuer la dépense? Je n'en sais rien. Je pense que ça pourrait. Je pense que d'avoir un système très hospitalo-centré coûte aussi. Je pense que sur certaines parties des dépenses de santé, il y a aussi des économies à faire. Probablement que, et nos dirigeants, et pas plus tard que la semaine dernière, notre président de la République nous a dit qu'il faut mieux s'organiser. Il a certainement raison, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tout ce que je vous disais sur le service, etc., il faut une bouffée d'oxygène. Sinon, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Mais oui, il faut s'organiser mieux. Donc, ce que je viens de vous dire sur l'hôpital et ce qu'il y a autour fait partie de cette réorganisation du système de santé qu'il faut prendre en considération. Sur la stratégie, là aussi, c'est un point mais je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais je vais vous la faire courte. On est en train d'écrire le projet médical de la PHP, et j'ai mis en pôle position la PHP dans le territoire. Il y a en région parisienne, quand vous regardez la carte de la région parisienne et la carte du CHU, il y a une formidable hétérogénéité. La population de la région parisienne a eu un mouvement centrifuge ces 30 dernières années, très fort. On a organisé l'urbanisme, on va organiser les transports, on va investir des milliards et des milliards pour organiser les transports. Le CHU n'a pas bougé, voire même il s'est plutôt concentré. Et c'est vrai que le découpage que la Direction générale de l'AP a fait il n'y a pas longtemps, en regroupant des centres hospitaliers avec l'université, l'idée c'était d'essayer d'avoir une concordance entre le GH et l'université, a fait qu'il y a 3 GH avec 2 universités au centre de Paris, énormes, des mastodontes. Et puis vous avez un petit GH en Seine-Saint-Denis. Vous avez une espèce de grand GH très étalé sur Paris-Saclay, qui va de Garches jusqu'à Bicêtre, Paul Brousse. Et puis vous avez Henri Mondor, qui est au plein milieu assez éloigné du périphérique. Puis vous avez le 95, Val d'Oise, il n'y a rien. 2 universitaires dans le Val d'Oise. Seine-Saint-Denis, il y a pas mal d'hôpitaux, mais c'est plutôt les hôpitaux privés ou d'autres hôpitaux publics, mais la PHP est très peu présente. Et donc je pense que ça, c'est une question qui réellement se pose, cette inéquité d'offres de soins dans le territoire. Il y a un des plus gros déserts médicaux, c'est aux portes de Paris, dans le 95 et dans le 93. Donc ça, c'est quand même des questions qu'on doit adresser, je crois. Donc je les mets sur la table, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, je peux vous dire tout de suite.
hein, parce qu'on a une force de gravitation extraordinaire au centre de Paris. Hein, vraiment, c'est la loi de Newton, quand on a une université colossale. Alors on me dit, oui, pour la jonction Paris 5, Paris 7, c'était bien pour le classement de Shanghai. Je suis désolé, mais le classement de Shanghai, ça ne structure pas une offre de soins, franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a... Et l'université, c'est un facteur d'attractivité. Tout à l'heure, on parlait des internes, même les infirmiers. Aujourd'hui, on en a parlé un petit peu. Ce qui fait l'attractivité des infirmiers me disent c'est intéressant de bosser à l'AP parce que c'est des patients intéressants, les équipes, etc. La recherche, ils sont aussi intéressés. Donc ce qui fait l'attractivité, c'est quand même quelque part l'université. Donc c'est vrai que c'est une question que d'emblée, même avant d'être élu, j'ai dit à Bruno Rioux, il faut qu'on travaille là-dessus. Je souhaite que vous, les doyens, et nous, les présidents de CME locales et le président de CME central, on traite de ces questions et qu'on envisage ensemble. Alors évidemment, je me heurte effectivement à des difficultés, et je ne me fais pas que des copains, mais je pense que cette question, on ne va pas pouvoir la négliger pendant 30 ans encore. Je pense qu'il faut vraiment l'adresser. On verra comment ça bouge, mais il faudra que ça bouge un jour. Donc voilà, c'est très très rapidement, si vous voulez, mais sur la stratégie. Merci. Alors vraiment, une dernière question, mon cher Olivier. Non, c'est pas ce soir. Oui, Georges Audry, je suis chirurgien pédiatrique à Trousseau. Oui. Donc je voulais te poser la question qui s'est posée pour les infirmières que vous avez développée, mais je voudrais la poser pour les médecins, de la différenciation de ceux qui se donnent beaucoup de mal pour faire tourner au mieux les services, etc. Moi, j'ai l'impression que tu as eu raison de demander au Premier ministre qu'il augmente le budget, mais j'ai l'impression que nous n'avons plus les moyens de payer les praticiens, et je connais bien les chirurgiens, à leur véritable niveau. Donc, qu'est-ce que tu envisages pour qu'eux-mêmes puissent, par leur travail, combler la différence qu'il y a entre l'effort qu'ils font, le temps qu'ils y consacrent, et l'argent qui peut être donné par l'État, qui n'est autre que les contribuables? Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour l'activité libérale, qu'elle se fasse à l'hôpital ou ailleurs? Je sais que c'est pas très bien vu d'évoquer ça, mais il faut être pratique, parce que moi, mes élèves ils s'en vont dans les pieux, ils s'en vont à Foch, je vais te répondre, puis ça me permettra de... Ou alors des contrats d'activité pour celui qui veut développer une activité. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus, parce que là, c'est du pratique. Je vais te répondre, parce que la question donc, tourne surtout sur le libéral, je vais te répondre dessus, mais avant, je vais répondre, parce que je n'ai pas répondu à Gérard Vincent, sur le fait qu'on ne peut pas se payer, finalement, il faut revenir les pieds sur terre. Le Boston Consulting Group, qui n'est pas une bande de gauchistes, dit il faut consolider le système de santé. Aujourd'hui, il le dit. Parce que si on ne le fait pas, on voit ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire l'économie est à l'arrêt parce qu'on a un système, en grande partie parce qu'on a un système de santé fragile. Ça compte. Donc je pense que c'est quand même en grande partie ce qui se passe en ce moment. Si on avait un peu plus de marge, pas sur la première vague, de toute façon, on se la prenait, il fallait tout arrêter. Bon. Mais aujourd'hui, si on avait un peu plus de marge, pour avoir du personnel, pour faire tourner les réanimations. On dit qu'il faut ouvrir 12 000 lits de réa, c'est pas du tout réaliste, ça. Mais par contre, un peu de marge quand même, c'est-à-dire plutôt que d'avoir 450 paramédicaux qui manquent à la paix, d'en avoir non seulement 450, mais d'avoir visé un peu au-dessus, parce que ça fait 10 ans qu'on rabote, on pourrait probablement absorber plus facilement ce genre de crise sanitaire. Et qui met quand même nos économies en très très grande difficulté. Donc je pense que ce n'est pas forcément un bon calcul que de réduire la dépense publique à cet endroit-là. Je pense qu'à cet endroit-là, pour l'hôpital, il ne faut pas faire trop d'économies, parce qu'au bout du compte, ça peut nous retomber dessus. C'est ce que je pense. Pour l'activité libérale, je n'ai pas de dogme sur l'activité libérale. Moi, j'en fais pas, mais les pédiatres en font, c'est très, très rare. Les chirurgiens en font plus. Ils sont assez minoritaires à en faire, mais ils en font quand même plus. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait des règles pour l'activité libérale, et que si on respecte les règles, moi je pense qu'il y a zéro problème. Et ce serait totalement idiot de ma part de dire qu'il faut réduire l'activité libérale, parce que pour le coup, ça pourrait éventuellement accélérer un peu les départs ou donner envie de certains de partir. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça, à condition que c'est 20% du temps passé et que ça ne perturbe pas, je pense que ça c'est quand même important, que ça ne perturbe pas le fonctionnement du service et de l'hôpital, du bloc opératoire. Et on sait qu'à certains endroits, ça peut poser problème. Voilà. Mais si ces règles sont respectées, je trouve que c'est très bien d'avoir une activité. Alors, oui. Oui, alors, je pense qu'on peut. Alors, je ne sais pas s'il faut le rémunérer sur un contrat d'activité, je me méfie un tout petit peu de ça, mais si
Pour celui qui a des responsabilités, le chef de service, je pense qu'il pourrait avoir une prime s'il fait bien. Et je pense que j'en ai pas parlé. Hein, est-ce qu'on est chef de service à vie ou pas? C'est une question aussi. Est-ce que quand on renouvelle, c'est tous les 4 ans qu'on renouvelle, est-ce qu'on fait un tout petit peu attention, justement, pour rejoindre ce que tu disais, à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a bien fait son projet médical? Est-ce qu'il a bien fait son projet en recherche et en enseignement? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que l'équipe, ça se passe bien? Je pense que ça, c'est important. Et cette reconnaissance, et donc de renouveler, s'il en a envie, 4 ans de plus, si les choses se sont bien passées. Donc tu vois, je vais un petit peu loin. Quand je disais tout à l'heure changement culturel, dire ça aujourd'hui, je sens bien que c'est un peu iconoclaste. Mais je pense que les jeunes ont plus cette vision des choses que les gens de notre génération. Je pense que eux, et même j'ai les jeunes, je peux vous dire, mon adjointe, qui est quand même pas mal plus jeune que moi, qui a 15 ans de moins que moi, elle n'a pas envie d'être chef de service. Il ne faut pas oublier que l'activité libérale avait quand même été créée par M. Debré à la suite d'une remarque du général de Gaulle qui lui avait dit Monsieur le professeur, jamais les médecins des hôpitaux vont rester prendre le plein temps parce qu'ils ont leur clientèle privée est trop importante pour eux. Donc on avait créé exprès des lits d'activité libérale à l'hôpital pour garder en effet les chefs de service de l'époque. Mais le but était quand même de le supprimer avec le temps. Or, ça ne s'est jamais supprimé. C'était temporaire, absolument, c'était temporaire. Ce qui pose question à propos de l'activité libérale, dans certains secteurs d'activité, notamment en chirurgie ou en cardiologie ou quelques spécialités comme ça, c'est le différentiel qu'il peut y avoir entre des structures privées, des ESPIC, et l'hôpital public. Quand le différentiel est vraiment trop important, et c'est vrai aussi pour certains paramédicaux, au bloc opératoire notamment, là il y a un problème. Parce qu'il y a une concurrence qui n'est pas loyale. Tu sais, moi j'ai perdu 10 de mes élèves, en l'espace de 10 ans. 10 de mes élèves sont partis à l'étranger parce que les honoraires d'un chirurgien cardiaque sont beaucoup mieux rémunérés dans les pays étrangers qu'à Paris. Oui, mais quand on est sur... Oui. C'est sûr. On perd quand même des gens de qualité, c'est certain. Écoute, merci. De rien, merci, avec plaisir. C'était très sympathique. Il faudra absolument que tu reviennes parce que tu vois, on n'a pas pu te poser toutes les questions. Et il faut absolument que tu reviennes. Et il y a tellement de sujets. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup.